Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de GES Studio. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir deux grandes avocates du barreau de Bordeaux. Nous avons Maître Malin Picotin. Bonjour. Et Maître Fatou Babou. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse le soin de vous présenter. Maître Picotin. Oui, je suis avocat au barreau de Bordeaux depuis 2017. J'ai prêté serment en même temps que Fatou Babou. J'interviens principalement en droit pénal, en droit de la famille et en droit des dérives sectaires. Après, déjà, c'est super, Maître Fatou Babou. Alors moi aussi, j'ai prêté serment en 2017 au barreau de Bordeaux et j'interviens principalement en droit de l'immigration, de la nationalité et de l'état civil. Super. Alors, Maître Picotin, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocate? Ça dépend. Est-ce que je donne la version officieuse ou la version officielle? Ce que vous voulez. Allez, je donne les deux versions. Ah oui. La version officielle, mon père était avocat, donc je suis un peu tombée dans la marmite quand j'étais petite. Et puis la version officieuse, j'adorais la série Ali McBeal, que je regardais tard le soir quand j'étais au collège. Donc tout ce qu'il faut pas faire d'ailleurs. Mais vraiment, voilà, je me suis dit, ah c'est ça ce métier, je vais bien m'amuser. Et effectivement, on s'amuse bien tous les jours quand même. Ah, super. Et Maître Fatou Babou? Alors j'ai un peu la même histoire qu'elle, c'est rigolo parce que moi aussi mes parents étaient avocats, donc effectivement c'est un peu pareil, mais au début je disais que je ne voulais pas du tout être avocate justement parce qu'ils traînaient dans les tribunaux, enfin quand j'étais enfant, et c'est un métier qui ne m'attirait pas trop, mais finalement après les études de droit, j'ai dit c'était ma voie. Ah, c'est super. Maître Fatou Babou, avez-vous buté au début de votre carrière? Alors oui. Et oui, parce que l'image qu'on se fait de ce métier avant n'est pas du tout la même dedans. C'est-à-dire que beaucoup de pression, beaucoup de charge mentale, beaucoup de réalités qui sont assez difficiles vis-à-vis des juridictions, des clients. Et donc oui, j'ai eu beaucoup de doutes pour dire est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire, mais finalement la passion a emporté sur le doute. Ah, c'est super. Et Maître Picotin, de votre côté, est-ce que vous avez eu des doutes? Des doutes, je pense qu'on en a tous les jours. C'est un métier qui est exigeant, donc il faut se remettre en question. Les clients nous obligent à nous remettre en question, les confrères aussi, et même les magistrats. Donc le doute, on l'a tout le temps. Ça vire presque à un manque de confiance en soi parfois. Mais après, par contre, quand on plaide, là, j'ai plus de doute. Quand je plaide, je suis déterminée. Et quand on écrit, quand on prend des écritures, c'est-à-dire quand on rédige nos conclusions, ce qu'on appelle nos conclusions, des mémoires, là, c'est pareil, il y a plus de doute. C'est-à-dire, il faut vraiment être clair et être déterminé dans ce qu'on va expliquer, parce que si on doute, on peut pas être convaincant. Exactement. C'est surtout que je pense l'expérience aussi. C'est-à-dire, voilà, au fur et à mesure de notre exercice, on gagne en confiance, on gagne en expérience et on gagne en légitimité. Si je puis me permettre. Super. Alors, Maître Picotin, quelles sont les réalités que vous rencontrez dans votre profession que le public ne connaît pas? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le fait de ne pas être tout le temps en audience, notre travail, c'est pas que plaider. Ça, les gens pensent tout le temps qu'on passe notre vie en audience et que c'est uniquement la plaidoirie qui fait qu'on va gagner ou perdre un procès. Alors qu'en fait, c'est 5% de notre travail. Le reste se prépare en amont, c'est très administratif, très dans l'écriture, la paperasse, beaucoup d'échanges. Donc voilà. Le fait aussi que certains justiciables pensent qu'on est de mèche avec tel ou tel confrère, alors que pas du tout. En fait, on fait notre travail et on peut même être ami avec un confrère et ça ne nous empêche pas de faire correctement notre travail et au contraire, on se permet encore plus encore plus loin dans ce qu'on peut dire. Donc je crois pas que c'est quelque chose qui bloque. Quoi d'autre à vous dire? C'est déjà pas mal. Et déjà pas mal. Et Maître Fatou Babou, quelle est votre vision par rapport à cela? Alors, ce qu'elle dit est très vrai, hein. Et autre chose, c'est qu'on est des chefs d'entreprise. C'est nous sommes, oui, c'est vrai, on défend, donc avec beaucoup de rigueur, ça occupe 80% de notre temps, mais on gère aussi des factures, plein de choses. Donc, un avocat, c'est peut-être cette partie-là que les gens ne voient pas, c'est que nous sommes des gestionnaires, des managers, et ça a tout son lot de stress et de préoccupations. Et ça, cette partie-là, les personnes ne voient pas. Ils voient juste la personne qui est là pour leur défendre, alors que derrière, il y a Une entreprise. oui, c'est ça, une entreprise à faire tourner. Super. Toujours avec Maître Babou.
Quelle est la pression la plus forte que vous ressentez quand vous traitez les dossiers? C'est la pression du poids du sort, entre guillemets, du client. Parce que, par exemple, quand on a une personne qui vient de recevoir une obligation de quitter le territoire français parce qu'il vient de divorcer avec son conjoint français, qu'il a des enfants qui ne sont, par exemple, pas français, qui doit tout reconstruire dans son pays d'origine, il vous dit, mais j'ai plus personne là-bas, je ne sais plus, j'ai reçu une OQTF après 8 ans de présence en France, c'est lourd. Ou quelqu'un qui reçoit un retrait, alors là, c'est pire, les retraits de nationalité française, assignation du procureur, oui, vous étiez français, mais votre acte d'état civil n'est pas du tout bon. On vous retire tout, c'est un poids énorme. Et à chaque fois qu'on travaille sur les dossiers, les recherches, les conclusions, on a quand même cette responsabilité-là en tête pour dire que ce qu'on fait, c'est la vie de quelqu'un, le projet de vie de quelqu'un qui est en jeu. Très bien. Et Maître Kikotin, est-ce que vous avez également cette pression, surtout que vous traitez des dossiers qui touchent beaucoup à la famille? Oui, beaucoup en droit de la famille et en droit pénal. Et c'est vrai que la pression, on la ressent énormément. Et en fait, paradoxalement, je trouve qu'on la ressent plus en droit de la famille qu'en droit pénal, alors qu'en droit pénal, les enjeux peuvent être lourds de conséquences, hein, on le sait avec de l'incarcération et tout ça. Mais en droit de la famille, il y a une espèce d'irrationnel qui se met en place, parfois chez le client et chez l'adversaire aussi, et beaucoup d'émotions. Donc il faut gérer cette émotion, alors que c'est pas forcément de notre ressort, c'est pas forcément la compétence d'un avocat. Mais on fait un peu de psychologie, à essayer de canaliser et de les aider à pas partir partout pour centrer sur ce qui peut être juridique et qui peut les aider pour débloquer une situation. Super. Toujours avec Maître Kikotin. Comment gérez-vous les dossiers Gay. Les dossiers humainement lourds, beaucoup de sport. Ça fait du bien. Ah oui, de se détendre. Voilà, il faut évacuer. Et c'est vrai que ça, c'est un bon moyen de déstresser. Et puis s'accorder des coupures, des véritables coupures, que ce soit le soir ou le week-end, d'arriver à se bloquer quelques heures où on ne touche pas du tout l'ordinateur. C'est pas évident, mais c'est indispensable, parce que sinon on tient pas la distance. Exactement. Et Maître Barou? Je dirais pas pareil. Elle fait beaucoup de sport, j'en fais, mais... Mollo. Voilà, mollose. Tout excès est nuisible, c'est ce que je dis. Mais oui, il faut savoir couper, quoi. À un moment donné, dire stop, prendre du recul, être avec la famille, autre chose, parce que c'est un métier qui peut vite envahir toute notre vie, et même notre vie personnelle, notre vie familiale, le stress des emails, des délais surtout, des audiences, les préoccupations des clients qui des fois appellent à pas d'heure. Le téléphone tout le temps. Ouais. Tout le temps. Donc oui, il faut savoir couper, mais pas de sport. C'est très bien. Alors, Maître Babou, oui. Depuis le début de cette année, vous traitez beaucoup de dossiers. Et quel dossier vous a le plus marqué? Mais ça fait pas beaucoup de dossiers, on est en février. Mais oui, je vais dire oui. Alors, comme je le dis tout le temps, tous les dossiers sont marquants. Et là, récemment, j'ai eu une personne. C'était un Français qui avait acquis sa nationalité par mariage. C'était en 2014 ou 2015, puis il a divorcé en 2018. Et au moment de renouveler son passeport français, il apprend qu'il n'a plus d'acte de naissance. Et l'administration lui apprend que, depuis 2000, je ne sais, il y a quelques années, que le procureur l'avait assigné pour retirer sa nationalité à son ancien domicile avec son ex-femme. Et il n'était absolument pas au courant. Donc, il disait, c'est pas possible ce qui m'arrive. Et puis, c'est bien écrit le jugement. Donc, on a fait une demande de copie du jugement. On s'est rendu compte que c'était son ex-femme qui avait écrit au procureur de la République pour lui dire que, oui, vous avez donné la nationalité à mon mari, mais ce dernier ne m'avait épousé que pour les papiers français, donc il faut lui retirer. Donc, le procureur a signé. Et finalement, l'ex-épouse recevait tous les courriers à son domicile, bien sûr qu'il n'a jamais communiqué à la personne. Et là, voilà, assignation, retrait de nationalité, jugement de retrait de nationalité puisqu'elle a été jugée par défaut. Et non, ça, c'était quand même assez douloureux. Il était là, il dit, mais je comprends pas, j'ai mes papiers français. Et il était de nationalité camerounaise. Donc, le Cameroun n'accepte pas la double nationalité. Dès qu'on acquiert une seconde nationalité, on la perd systématiquement. Et oui, ça, c'était assez marquant. Très bien. Maître Kikotin, aujourd'hui, vous traitez beaucoup d'affaires des droits de la famille et des droits pénals. Est-ce qu'il y a certaines affaires qui vous ont déjà bouleversé jusqu'au point d'y penser?
Alors, les affaires qui me marquent le plus sont les affaires en droit des dérives sectaires. Donc, qui peuvent mêler parfois le droit de la famille et le droit pénal, principalement le droit pénal, justement. Les affaires de dérives sectaires, on accompagne des victimes qui sortent de groupements sectaires et donc qui ont vécu sous l'emprise d'un gourou pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et là, c'est un véritable carnage, j'ai envie de dire, quand la personne sort de l'emprise, elle se rend compte dans quel groupe elle a vécu, dans quelle violence elle a vécu. C'est un carnage financier, c'est un carnage sur tous les plans, psychologiques, parfois sexuels, donc c'est vraiment dramatique. Et c'est le plus difficile parce que à chaque fois, ce sont pas forcément des personnes idiotes, hein, loin de là. C'est même des personnes qui peuvent être très intelligentes, qui peuvent avoir de la ressource et qui pourtant se font embarquer là-dedans. C'est très difficile parce qu'il faut les accompagner d'un côté sur le plan juridique, mais elles doivent aussi être accompagnées sur le plan psychologique pour se reconstruire parce qu'elles mettent autant de temps presque à se reconstruire. Donc, toutes ces affaires-là, il n'y en a pas une que je peux oublier. Je me souviens des visages, je me souviens des noms des gens, je me souviens des détails et malheureusement, je peux même pas tout vous raconter parce que la réalité dépasse la fiction. Je veux dire, si je vous raconte les faits, vous pourriez même pas imaginer que ce que je vous raconte, c'est vrai et ça dépasse largement ce qu'on voit au cinéma. Et moi, j'aimerais juste demander à ma consoeur, parce que c'est un domaine que je connais pas du tout, comment les personnes font pour sortir de cette emprise? En fait, comment elles prennent conscience qu'elles sont dans une secte? Je sais pas. Ça, on peut pas savoir. Ça dépend vraiment de chaque cas. Il y a des personnes, il va y avoir une goutte de trop, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et elle va sortir, elle va se rendre compte d'elle-même. Il y en a qui vont avoir le soutien d'une famille et puis à un moment donné, elles vont avoir un petit déclic comme ça et ça va permettre de l'extirper. Mais on peut pas savoir. J'ai eu un cas, par exemple, on a assisté une dame qui avait été sous l'emprise de son propre père et elle avait fait rentrer une copine à elle dans la secte. Et cette jeune femme qui est rentrée, à un moment donné, tombe enceinte du gourou. Et le gourou lui demande d'avorter. Et quand elle va chez le médecin lui fait entendre le cœur quand même du bébé. Et donc là, ça a été la révélation, quoi. C'était le choc. C'était le truc de trop. Et elle a compris qu'elle s'était fait complètement manipuler depuis toutes ces années. Et ce déclic-là lui a permis à elle de sortir. Il lui a permis d'échanger avec son amie, donc la fille du gourou, lui dire, mais attends, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui m'arrive. Et ça a été, à ce moment-là, un déclic pour l'autre personne également. Donc on peut avoir comme ça des déclics en cascade. Pas toujours. Parfois, il y a une seule personne qui sort du groupe. Parfois, on en a plusieurs qui vont sortir du groupement. Et parfois, on les a toutes qui sortent du groupement. Voilà, c'est miraculeux, mais voilà. C'est vraiment du cas par cas. Donc, chaque situation est différente. Mais en général, si on demande à la victime de nous expliquer son histoire, on va toujours trouver un moment où, voilà, il y a un déclic. La personne ouvre les yeux et petit à petit, le puzzle se reconstruit. D'accord, très bien. Toujours avec Maître Picotin. En matière pénale, comment défendre sans juger? C'est assez simple, hein. On n'est pas magistrat, on est avocat, donc on ne juge pas. Nous, on est là pour conseiller, accompagner, voilà. Donc le conseil, ça va vraiment être justement, on n'est pas là pour juger, mais pour dire quelle est la meilleure solution, qu'est-ce que le client doit faire pour sauvegarder ses intérêts et pour se comporter en conformité avec la loi. Maintenant, on peut pas se substituer à lui, hein, donc chacun est responsable. Ça lui appartient de respecter ce qu'on lui dit ou pas. Voilà, le tout, c'est de nous donner les bons conseils. Et puis après, on accompagne tout au long. Bien sûr, il faut qu'il y ait un lien de confiance. S'il n'y a pas de lien de confiance, c'est un peu ça le plus important, en fait, parce que le reste, on n'est pas là pour juger son client. Chacun a son vécu. Et puis, je cherche toujours les qualités humaines de la personne que j'accompagne. Et franchement, c'est rare de se dire aucun être humain n'a pas de qualité. Il y a quand même toujours des qualités chez quelqu'un. Bien sûr. D'accord. Et Maître Babou, comment restez-vous humaine face aux décisions administratives qui sont prises? Bon, il y a des décisions qui sont injustes. Je dis pas que toutes les décisions sont injustes parce que en droit, le droit de l'immigration est très différent du droit pénal et du droit de la famille. Alors, je sais pas si elle va être d'accord avec moi parce que moi, c'est vrai que je passe plus mon temps derrière l'écran à écrire, à conclure. Peut-être ma consoeur va beaucoup plus plaider et être en contact avec l'humain. Et là, en France, tout est dématérialisé. En tout cas, le droit de l'immigration avec l'ANEF, la nationalité et les préfectures, le ministère,
l'administration s'est complètement barricadée. Donc, actuellement, on ne peut pas avoir au téléphone telle administration. En tout cas, c'est rare. Donc ça, c'est par écriture, c'est par échange. Et c'est vrai que d'un côté, oui, ça déshumanise un peu la relation, mais on essaie, oui, d'avoir, d'essayer d'expliquer, en tout cas dans nos écritures, la dimension humaine quand même des dossiers, parce que on peut pas avoir, par exemple, une famille avec des enfants nés en France, j'en ai eu, nés en France, 5 ans de présence, le mari qui travaille, OQTF pour toute la famille, c'est douloureux. Mais même devant le juge administratif, la procédure est écrite. Donc, les observations orales, quand il y en a, elles ne peuvent pas être retenues le jour de l'audience parce qu'il y a déjà eu clôture de l'instruction. Donc, on essaie, oui, d'être humaine, mais j'avoue que on écrit plus, voilà. C'est ça. D'accord. Toujours avec Maître Babou, dites-moi, qu'est-ce qui rend les dossiers de l'immigration et de l'état civil si complexes aujourd'hui? Ben, l'actualité. L'actualité, parce que, bon, là, on a une montée de l'extrême droite, mais partout dans le monde. Et tous les jours, des dirigeants d'extrême droite sont élus. Et le discours est unanime, c'est l'immigration. C'est focalisé là-dessus. Focalisé là-dessus. Que ce soit aux États-Unis, Italie, Espagne, mais tous les pays européens, c'est l'immigration, entre guillemets, mère de tous les malheurs qui arrivent à l'Europe, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais ce qui rend difficile, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un discours, et le pire, c'est que ce que décrivent les discours et ce que décrivent les politiques n'est absolument pas vrai. Ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays de droit qui pose des conditions légales pour l'accès au séjour, l'accès à la nationalité. Mais c'est un parcours du combattant. Regardez maintenant, depuis 1er janvier 2026, il y a l'examen civique. Mon Dieu, j'ai regardé les questions, je vous assure. Il y a des questions, j'avais pas les réponses. Qui était telle personne? Je dis, mais je sais pas qui c'est. Et vous vous rendez compte qu'il faut maintenant passer un examen pour avoir la carte de résident, la nationalité, la carte pluriannuelle. Et des fois, par exemple, je prends l'exemple des saisonniers. Les saisonniers étrangers, mais ils sont d'une extrême grande utilité à la France parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et les saisonniers ont droit à la carte pluriannuelle, mais avant d'avoir cette carte, il faut passer l'examen civique. Donc, quelquefois, je vois les pouvoirs publics prendre des décisions qui sont poussées par l'opinion publique. Même pas l'opinion, juste l'extrême droite qui en fait trop. Et que c'est pas justifié. Aujourd'hui, par exemple, on en parlait tout à l'heure, le besoin de main-d'œuvre en France est tellement important mais la France, ma consoeur me disait, est-ce qu'elle osera régulariser comme l'Italie ou l'Espagne, parce que l'opinion, pour être élu, il faut des voix, et pour l'instant, en voyant les résultats des législatives, il faut surtout pas promouvoir un tel programme. Donc, ce qui rend difficile, c'est pour moi l'actualité qui peint malheureusement l'immigration, politique comme quelque chose, un risque sécuritaire pour la France, alors que c'est absolument pas le cas. Très bien. Et Maître Picotin, dans votre pratique, voyez-vous les effets de cette complexité sur les familles? Oui, alors après, nous, on a aussi des problématiques qui peuvent être d'ordre différent, mais beaucoup de lois aussi qui changent fréquemment. Une procédure qui est de plus en plus dématérialisée également. Ça, je pense que c'est un souci parce qu'on reste sur des matières qui sont quand même humaines. Et moi, ça me dérange un peu quand un magistrat n'est pas en capacité de mettre un visage sur le dossier qu'il traite. Cette déshumanisation, si vous voulez, c'est quand même un souci. Parce que on a une masse de dossiers, un tel volume, qu'il faut faire des statistiques, en fait. Il faut faire du chiffre, il faut avancer dans les dossiers, passer le maximum de dossiers, un peu en dépit du droit et en dépit de ce qu'il y a dans le dossier. On n'a pas l'impression qu'on peut approfondir les questions, alors qu'il y en aurait besoin. D'accord. Donc, dans l'exercice de votre fonction, vous rencontrez beaucoup de profils. Et quels sont les profils les plus vulnérables, notamment dans le domaine des dérives sectaires? Le profil le plus vulnérable dans les dérives sectaires, pour moi, ce sont les mineurs. Parce que les mineurs, ils sont dans un groupement sectaire. Parfois, ils y ont été placés du fait des parents, en fait, qui eux-mêmes sont dans le groupement. Et on pense toujours que les mineurs vont être protégés, parce qu'on a tout un tas de textes qui les protègent. On a la Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, tous nos textes protègent les mineurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils sont pas si protégés
que ça en pratique. Parce qu'en pratique, on se dit, ils sont avec leurs parents. Donc, leurs parents ont choisi cette éducation et on oublie la gravité de ce qui se passe dans les groupements sectaires et la gravité de ce à quoi ils sont confrontés, qu'on n'accepterait pas, en fait, parce que c'est contraire à notre code pénal ou à notre code civil. Et ça, on a du mal à les protéger parce qu'on refuse, peut-être parfois par manque de moyens aussi, le manque de moyens de la justice, de les extraire de ce milieu-là, en se disant, tant pis, les parents s'en débrouillent, alors qu'ils sont confrontés à de la violence physique, psychologique et aussi sexuelle. Ah, c'est très dur. Ça, je pense que moi, c'est avec elle que je découvre les dérives sectaires, mais je pense que peut-être les pouvoirs publics ne mesurent pas l'ampleur ou la gravité de ce qu'elle me décrit tous les jours dans ses dossiers. Enfin, c'est plus grave que ça, je pense qu'ils la mesurent, l'ampleur. Mais je pense qu'ils n'ont pas les moyens d'y répondre. Ah. Voilà. Et que, aujourd'hui, la protection de l'enfance est saturée. Il n'y a pas les moyens de se charger, de récupérer les enfants et de les placer parce qu'on n'a pas les foyers adaptés. On n'a plus de chiffres, en fait, pour pouvoir financer ça. Donc, on n'a pas les foyers adaptés. L'idée, c'est de restituer, de laisser au maximum les enfants à leurs parents. Sauf qu'on a des parents qui sont extrêmement nocifs pour que leurs enfants grandissent correctement. Donc, quels adultes ça va donner? Je me pose la question. Donc déjà, vous avez toute cette protection de l'enfance qui est saturée. Et à cela vient s'ajouter les enfants qui, eux, vivent dans un circuit un peu fermé, qui peut être une communauté, une dérive sectaire, et donc qui font pas de bruit parce qu'en fait, ils restent entre eux. Il faut attendre qu'il y ait plusieurs personnes qui se mobilisent, qui déposent plainte pour que ça bouge. Mais du coup, ces mineurs-là, eux, ils vont pas déposer plainte, il se passe rien. Donc, ils souffrent en silence et puis après, ils en sortent et ça fait des traumatismes et des thérapies pendant plusieurs années et ils en sortent. D'accord, très bien. Et maître Babou, est-ce que vous retrouvez également cette vulnérabilité dans le traitement de dossiers migratoires? Des enfants? Non, mais je te demande. Oui, alors, vulnérabilité de l'étranger. Bien sûr, vulnérabilité de l'étranger, parce qu'il vient de l'étranger. Des fois, on a une barrière de la langue. Et surtout, on a une barrière de la compréhension du système administratif français. C'est que mais c'est pas tous, hein, parce qu'il y en a, qui sont parfaitement bien intégrés, mais des fois, les personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce que la demande prend beaucoup plus de temps que ça, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas entendus devant le juge, pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais été reçus à la préfecture. C'est pour moi, c'est cette barrière-là et cette vulnérabilité-là qui, justement, causée par la dématérialisation et qui pose problème. Bon, est-ce que ça peut être résolu? Je pense pas. Parce que là, les choses vont de mal en pis, donc c'est pas facile. Ouais. D'accord. Maître Fatou Babou, lors de vos consultations, quelle est l'erreur la plus fréquente que vous remarquez dans les démarches administratives? Alors, l'erreur la plus fréquente, c'est des fois d'omettre certaines informations capitales en pensant qu'il faut donner... C'est pas une négligence, mais ça rejoint juste ce que je viens de dire, mais c'est juste ne pas comprendre la procédure et surtout, par exemple, les éléments d'intégration. C'est très important maintenant en France pour être régularisé, pour avoir un titre de séjour. Parce qu'en plus de ne pas régulariser les étrangers, on est dans une démarche de retrait de titre, de retrait de nationalité. Donc, plus qu'un étranger a des éléments d'intégration dans la société, formation, participation à des associations, parce que vous savez, toutes ces questions-là sont posées lors de l'entretien de la nationalité. Est-ce que vous avez des amis français? Qu'est-ce que vous faites de vos soirées? Vous voyez, ça peut être négligent, mais ce sont des éléments d'intégration. Là, le nouvel examen civique qui vient d'être adopté est un élément qui est intégré dans le parcours de formation civique et d'intégration républicaine. Bon, aujourd'hui, la France veut que ces étrangers soient de plus en plus intégrés. Donc, ce que peut-être négligent les personnes que je reçois, c'est d'abord de créer ces éléments d'intégration, mais surtout de les insérer dans le dossier, et je trouve que c'est important. Très bien. Alors, Maître Picota, voyez-vous des situations où le droit de la famille peut impacter sur le droit au séjour? Oui, ça va être les situations de violence conjugale, principalement. Quand il y a des condamnations qui interviennent, derrière, on peut avoir une interdiction d'être sur le territoire français pendant un certain temps, ou voilà. Donc ça peut impacter directement le droit au séjour. D'accord. Et Maître Fatou Babou?
pareil. On a un partenariat entre nos deux cabinets et notamment un partenariat particulièrement en matière de divorce. Donc, nous, on traite les questions liées au droit au séjour. Elle s'occupe de la procédure familiale. Et donc, forcément, lorsqu'un étranger a un titre de séjour en qualité de conjoint de Français qu'il divorce, donc on a toute la partie JAF. Après, il faut changer de statut parce que le statut est perdu une fois le divorce, même avant que le divorce ne soit prononcé. Dès qu'il y a rupture de communauté de vie, la personne n'a plus droit au séjour, donc forcément, oui, c'est un impact direct. Et ça, les époux le savent parce qu'il y a les époux français, moi je trouve, qui abusent et qui font des dépôts de plainte en mettant la pression en disant mais puisque tu veux divorcer, puisque ceci, puisque cela, moi je vais dire voilà, il s'est passé ça, pour que tu perdes ton droit au séjour. Ça, c'est quelque chose que malheureusement on voit de temps en temps. Et donc, après, c'est l'idée de notre partenariat, c'est de pouvoir contrecarrer ça en gérant d'un côté la procédure du divorce, mais tout en ayant un autre titre de séjour qui permette de continuer sa vie, parce que nécessairement, une fois qu'on est marié, qu'on est implanté dans un pays, on a des attaches, autres que celles du mariage. D'accord. Maître Bavo, l'avocat d'aujourd'hui doit-il être plus transversal à travailler davantage en réseau? Ah oui. C'est tout le sens de... Ah oui, parce que nous sommes dans les temps où les exigences, les besoins évoluent et surtout les personnes veulent un packaging, c'est-à-dire trouver au même endroit tout ce qui peut répondre à la question du droit au séjour, droit de la famille, droit pénal. Donc oui, c'est effectivement, la réponse est oui. D'accord. Et Maître Picotin, la collaboration entre cabinets est-elle selon vous une évolution nécessaire? Oui, je partage le même avis parce que c'est même indispensable en fait. Aujourd'hui, il y a à peu près 17 000 décrets, lois, tout compris, qui sortent par an. C'est impossible de tout connaître. C'est impossible de tout traiter. Il y a des matières que je n'ai jamais traitées de ma vie, que je ne traiterai jamais. C'est pareil, je pense, pour ma consoeur. Donc il faut s'entourer de personnes en qui on a confiance, de professionnels en qui on a confiance, dont on a l'habitude de travailler, parce qu'après ça devient de plus en plus fluide et ça permet de traiter le dossier dans sa globalité. Voilà, parce que aujourd'hui, moi, dans mon cabinet, on fait principalement du droit pénal et du droit de la famille. Mais une situation en droit de la famille qui dégénère et qui passe du côté pénal, si je suis pas capable de la traiter, moi je trouve que le client il perd dans la compétence. Si je l'envoie vers un autre cabinet, on perd en la compétence, on perd de l'information. Alors que si on travaille avec son cabinet et avec des partenaires qui sont réguliers, récurrents, il n'y a pas cette difficulté en fait. D'accord. Maître Picotin, aujourd'hui vous êtes une femme avocate. Alors avez-vous ressenti une pression particulière? Une pression, je sais pas, c'est peut-être un bien grand mot. Disons que être une femme avocat, je pense qu'en France, on peut pas trop se plaindre. Voilà. Par rapport à beaucoup de pays, on peut pas trop se plaindre, mais Tunisie, mais tant d'autres aujourd'hui. Néanmoins, il reste des choses à faire. Parfois, d'ailleurs, les attaques ne viennent pas des confrères, ne viennent des femmes directement. On est une profession qui se féminise beaucoup. On est une majorité de femmes, je crois d'ailleurs. Oui. Et on a quand même des attaques qui sont récurrentes, même par des consoeurs, même par des magistrates. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'on ait encore des problématiques avec des femmes enceintes qui soient pas prioritaires à la barre, avec d'autres consoeurs qui ne laissent pas passer, là où des confrères vont laisser passer. Je trouve encore dommage qu'on puisse dire qu'une femme ne peut pas être pénaliste, que ce n'est réservé qu'aux hommes. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, nombreuses femmes ont prouvé le contraire. On peut penser à Gisèle Halimi, mais même aujourd'hui, on a beaucoup de femmes à Paris ou d'autres régions qui maîtrisent parfaitement le droit pénal et qui sont des Bordeaux. C'est gentil, merci. Mais voilà, on a encore des différenciations qui existent, qui n'ont plus lieu d'être et contre lesquelles il faut lutter et dont je pense certaines personnes ne se rendent même pas compte. C'est pour ça que je pense qu'il y a ces attaques d'autres femmes qui peuvent intervenir parfois. Très bien, merci. Et vous, Maître Bavo, est-ce que vous avez déjà été sous-estimé? Oui. Alors, sous-estimé, oui, parce que quelquefois, les gens jugent à l'apparence. On peut venir toute timide en audience. Toi, timide? Oui, mon petit sac, là, et paf, à la barre. C'est le lion qui rugit. Et oui, bien sûr, mais tout le monde, parce que
oui, comme le dit ma consoeur, quelquefois, on se limite aux apparences pour juger une personne, alors que pas du tout. Les qualités sont dans les faits, sont dans l'action, mais bon, ça renforce. C'est-à-dire, ça renforce, c'est quelque chose de motivant. Ça donne un peu la rage. Exactement. Ça, oui. Oui. Et Maître Babou, comment conjuguez-vous la vie professionnelle et la vie personnelle? Vous m'avez déjà posé cette question déjà. Et oui, ben, j'espère comme tout le monde, hein, j'essaie de mettre une limite, faire des pauses, faire un stop et des fois complètement me déconnecter pour parce que la vie familiale c'est aussi un équilibre, hein, ça permet de rester équilibré dans la vie pro et c'est fondamental. Donc Et Maître Picotin? C'est un peu difficile, mais on y arrive. Il faut mettre des limites, tout simplement. Il faut mettre des stops. Et c'est le seul moyen, je pense, de concilier. Sinon, on ne tient pas. Dites-moi, mes petits cotins, est-ce que vous avez un rituel avant une audience? Non, pas vraiment. J'ai pas vraiment de rituel. Après, je peux m'isoler pour essayer d'ordonner mes pensées, que ça soit cohérent, logique. J'écoute de la musique aussi, ça me donne un peu de punch. Mais j'ai pas de rituel particulier. D'accord. Et selon vous, quel est le rôle social de l'avocat aujourd'hui? Bon, le rôle social, il doit pas beaucoup différer, je pense, des 20 dernières années. Ça, on reste un conseil, un accompagnement. Faut pas prendre un rôle qu'on n'a pas non plus. Faut rester à notre place d'avocat. On était juriste. C'est bien d'avoir de l'empathie, mais il faut rester dans son domaine pour rester compétent, justement. Et qu'est-ce que vous en pensez, Nia? je partage parfaitement son point de vue. Bon, après, rôle social, l'avocat équilibre. L'avocat équilibre et on va dire, oui, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Par exemple, si je me demande s'il n'y avait pas d'avocat avec le droit de l'immigration et comment se comportent les préfectures, les consulats, ce serait catastrophique pour les personnes. Avocat, c'est Avengers. Donc, cher maître, je vous dis merci pour Merci à vous. Cet échange sans fuite et très éclairant d'ailleurs. Alors, je vous laisse le soin de dire un mot de la fin. À toi l'honneur. Mais gardons la force du lion, hein. C'est ça. Et puis, restez toujours motivés. Oui. Tes combats sont là, seront éternels. Sois éternel. Il faudra les mener. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.